a plein de types de mares, hein, et nous, essentiellement, on va parler des mares d'ornement parce que voilà, on a des anciens lavoirs, ce qu'on appelle les mares de bourg, on a des mares d'habitat isolé qui étaient créées simplement s'il y avait il fallait un point d'eau, ou bien s'il y avait un incendie, on savait aller chercher de l'eau à ce niveau-là. Des mares de route qui servent aussi plutôt de temporisation des eaux de ruissellement. Voilà, donc toutes sortes de types de mares, et nous moi je vais vous parler des mares d'ornement. Petite précision donc, que je vous ai mis ici en vert, on parle on ne sait pas toujours bien savoir qu'est-ce qui est une mare, qu'est-ce qui est un étang. Donc, la définition d'une mare, c'est quand on n'a pas plus de 50 arts de surface et qu'il y a maximum 1,50 m de profondeur. Au-delà de ça, on parle plutôt d'un étang. À quoi ça va vous servir? Je vais vous en parler un petit peu après. C'est important de faire la différence. Alors, on a aussi dans les types de mares, des mares temporaires et des mares permanentes. Moi, je vais vous parler surtout des mares permanentes. Les mares temporaires, ce sont des mares qui vont à un moment être asséchées. Et donc là, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un système d'imperméabilisation. Ce sont des mares qui ont énormément d'intérêt parce que c'est là qu'on va retrouver le plus d'espèces rares, en fait, comme le crapaud calamite que je vous ai mis en photo. Donc, on va beaucoup d'espèces rares, mais la diversité dans la mare sera moins élevée que dans une mare permanente qui, elle, n'est jamais à sec. Alors, on parle de mares, j'ai mis semi-naturelles entre parenthèses, puisque la plupart des mares qui vont être créées et non pas restaurées à partir d'une mare naturellement présente. Et donc, quand on dit semi-naturel, on pense à une colonisation naturelle le plus possible, favorisée par quelques principes, et on va limiter l'intervention de l'homme au maximum. Donc notre ouvrier, il peut aller un peu se reposer une fois qu'il aura creusé, évidemment. Mais à un moment, on va lui dire de se relever parce qu'il y aura quand même des trucs à faire. Voilà. Alors, pour l'emplacement de la mare, première chose à penser, est-ce que j'ai le droit de creuser? Ben oui, il faut un permis sous certaines conditions, notamment si on modifie le relief de manière sensible, donc au-delà d'une certaine modification du relief, il faudra un permis. Alors, on évite les terrains trop en pente parce qu'il y a un risque d'effondrement, évidemment. Alors, si on a quand même une petite pente et qu'on ne sait pas faire autrement, il y a toujours moyen de creuser dans la pente et de mettre soit de la terre du creusement, de la mettre en aval de la pente. Donc ça vous fait une petite bosse, et alors surtout vous l'aménagez avec des végétaux pour que les racines maintiennent le talus. Et alors là, ça vous permet de remettre un peu la mare à niveau. Soit on le fait en amont de la mare, et là on met une espèce de palissade qui va maintenir la terre après creusement, quoi. Mais on évite quand même les terrains trop en pente. Alors, ce qui est important, comme qu'on veut un rendu naturel, c'est d'essayer de jouer avec les creux et les bosses du terrain. Et alors, une des premières choses à faire, c'est de voir si on n'a pas des terrains qui sont naturellement humides. Parce qu'alors là, on sait déjà que le sol est probablement très argileux, et donc en termes d'imperméabilisation, ça va être grandement facilité. Le bémol que je mets dans le choix d'un terrain qui est naturellement humide, c'est que ces terrains naturellement humides ont un grand intérêt biologique aussi. On a des prairies à renouer bistortes qu'il faut absolument préserver, et donc on ne va pas aller faire à venir avec nos gros souliers et creuser à des endroits où c'est naturellement intéressant, alors que si on creuse une mare naturelle, en général, c'est qu'on veut l'insérer dans un réseau écologique et donc favoriser la biodiversité. Ce serait un petit peu contradictoire, quoi. Je dirais que le minimum pour se dire qu'on va créer une mare, c'est de disposer de 2 à 3 mètres carrés disponibles avec suffisamment d'ensoleillement. Alors, je vous disais suffisamment d'ensoleillement, mais pas trop. Je dirais 2/3 de surface bien ensoleillée,
de manière à avoir 6 heures de soleil au mois de mai, donc comme un jour comme aujourd'hui. Et alors l'idéal, c'est d'avoir qu'elle soit ensoleillée le matin et ensoleillée l'après-midi pour que l'eau ait le temps de se réchauffer au matin et au soir. Et donc on n'est pas forcé d'avoir le soleil plein sud du tout, hein, donc, mais il faut 6 heures d'ensoleillement. Alors, est-ce qu'il faut des arbres? Je vous dirais que oui et non. Les arbres, je vous disais tantôt, c'est important d'avoir des arbres pour ne pas que votre mare soit tout le temps au soleil, que l'eau devienne trop chaude. Et là, à ce moment-là, ça crée des problèmes de pullulation d'algues, de l'oxygène dissous va se gazéifier, va sortir de l'eau avec la chaleur, et donc il y aura beaucoup moins d'oxygène pour les animaux, ce qui est fort embêtant pour eux. Et puis donc on va avoir pullulation d'algues vertes. Vous savez, ces espèces de gros paquets verts. Quand vous tirez après avec un bâton, vous avez plein de filaments verts. Ça, c'est souvent quand on a trop de soleil, par exemple, ou trop de nutriments. Donc ça, c'est à éviter. Et puis les arbres, ils ont un intérêt aussi de coupe-vent. Et le vent, c'est un grand facteur d'évaporation de l'eau. Mais donc, si on a des arbres qui coupent le vent, c'est intéressant parce que ça va limiter l'évaporation trop forte de l'eau. Et alors, quand on a des arbustes à proximité, toute une diversité autour, je vous disais, ça, c'est intéressant pour la faune qui n'est pas forcément, qui ne vit pas forcément en permanence dans l'eau, mais qui a besoin de l'eau pour boire, pour se laver, pour chasser, etc. Donc c'est toujours intéressant d'avoir, je disais, la mare intégrée dans un tout. Par contre, les arbres, si on a de trop, comme ici dans le dessin, ça ne va pas non plus, parce que les arbres, ça a des feuilles, les feuilles, ça tombe, ça va dans l'eau, puis elles se décomposent. Et les bactéries qui vont décomposer les feuilles vont consommer de l'oxygène, et donc il y aura presque plus d'oxygène dans l'eau. De nouveau, problème pour les animaux qui sont dans l'eau. Et puis les feuilles, elles vont créer de la vase, et donc on va accélérer le phénomène de comblement de la mare avec les feuilles, ce qui va poser problème aussi. Les arbres, ça peut acidifier l'eau. La décomposition des feuilles peut acidifier l'eau. Or, le pH d'une mare idéal, c'est de 5 à 8. Donc, on est plutôt dans quelque chose de légèrement acide. Et donc, pardon. Il faut pas que ça soit trop acide, voilà. Donc, on est légèrement acide, mais pas trop. Voilà. Alors, les arbres, si on creuse la mare trop près des arbres, on va abîmer les racines des arbres. Et puis, si on a des arbres trop près de la mare, les racines des arbres, ils peuvent abîmer le système d'imperméabilisation. Donc ça, c'est à penser aussi. Donc l'idéal, voilà, c'est ce petit dessin que j'ai tiré de chez Natagora et qui illustre vraiment, voilà, on a quelques petits arbustes, un arbre là, un petit arbre là, et puis c'est tout, quoi. Donc ça, je l'ai déjà dit au moins 5 fois. Il faut que votre mare soit intégrée dans quelque chose de plus global. Ici, vous voyez, vous avez votre mare, mais autour, vous avez un petit talus avec des plantes indigènes, une haie vive. Là, on a une zone de fauche tardive, un verger un peu plus loin. Et alors ici, voilà, on a un potager naturel, on a des vieilles souches, un pré fleuri, etc., etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans un tout. Voilà. Et donc on la met plutôt en périphérie de terrain, près d'une haie, mais de nouveau en faisant attention qu'elle soit quand même pas trop près de la haie, ou que la haie soit pas trop grande pour permettre un ensoleillement d'environ 6 heures au mois de mai. Et c'est ça qui va vous garantir, enfin, il n'y a pas que ce facteur-là, mais ça va vous permettre d'optimiser la biodiversité au sein de votre mare. Alors, je vous disais, profiter de terrains naturellement humides. Alors, comment est-ce qu'on sait que son terrain est naturellement humide? Alors, il y a plusieurs façons.
Il y a la toponymie. Vous habitez, vous avez la rue des Fontaines. Ok, c'est sûr, vous avez un terrain qui va être humide à cet endroit-là. Vous pouvez regarder aussi les anciens atlas de 1830, où là, vous voyez aussi les anciennes mares où elles étaient, et donc probablement que le terrain est humide. Vous pouvez analyser la végétation. Hein. Si vous avez ce type de végétation, donc des joncs épars, etc., des populages, des marais, vous êtes sûr que des renouées bistortes, etc., vous êtes sûr que vous êtes sur un terrain humide parce que c'est des plantes qui aiment les zones humides. Et puis si au mois de novembre à février, vous voyez souvent ce genre de choses dans une pâture, eh ben, c'est que votre terrain est naturellement humide. Alors après, oui, en été, ça s'assèche, mais, mais vous avez de grandes chances d'avoir un terrain qui est propice à la création d'une mare, parce que probablement que vous aurez beaucoup d'argile ici. Et alors, il y a une autre technique qui est le tuyau de sondage. Alors, comment ça fonctionne? Vous prenez un tuyau d'évacuation, hein, un tuyau de plomberie. Ce tuyau-là, vous le bouchez d'un côté. Ouais, je vais faire comme ça. Vous le bouchez d'un côté et vous percez des trous tout au long de votre tuyau. Alors, vous l'enfoncez dans la terre côté bouché, hop, et vous mettez une assiette sur l'autre côté. Et vous attendez plusieurs semaines, etc. Et régulièrement, vous allez prendre des mesures. Donc, vous enlevez l'assiette et vous prenez des mesures avec une règle qui peut se mouiller et vous voyez le niveau de l'eau. Et donc, comme ça, vous allez voir si votre terrain est naturellement humide. Le tuyau doit faire 1 mètre plus ou moins, hein, donc pas un énorme tuyau. Donc, vous l'enfoncez à 1 mètre de profondeur et vous vérifiez le niveau de l'eau à ce niveau-là. Voilà. Alors, pour l'emplacement, ce qui est important aussi, c'est l'accès à la mare. On parlait tantôt de convivialité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important, c'est de pouvoir laisser un accès à cette mare et de limiter au maximum les clôtures. Sinon, c'est vraiment dommage parce que vous privez la population d'une zone de flânerie, d'une zone d'éveil à la nature, etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des enfants et donc il faut quand même un minimum de sécurité. Alors, oui, tout à fait, ça c'est clair. Mais il y a plein de techniques pour justement permettre de sécuriser votre accès à votre mare. Vous pouvez limiter l'accès à la mare par une balustrade, mais vous pouvez simplement aussi mettre beaucoup de végétation autour. Et donc, il y aura un rempart de végétation avant d'atteindre l'eau, ce qui fait que ça va être un rempart à enfants. Hein. Vous pouvez aussi limiter la zone de plus grande profondeur vraiment au centre de la mare et que autour, ce soit vraiment des plateaux en pente très très douce. Et puis il y a la surveillance. Hein. On peut imaginer que voilà, on va clôturer, mais qu'on l'ouvre comme on ouvrirait un parc ou un square au moment où il y a des gens, quoi. Voilà. Et alors, ce qui est important aussi, c'est si vous mettez une clôture, c'est de penser au personnel d'entretien qui va passer avec tondeuse et débroussailleuse ou faux, qui doit pouvoir faucher la végétation autour de la mare, parce qu'il va quand même y avoir un entretien à faire pour éviter justement les dépôts de feuilles mortes, etc. Et donc, il faut penser au personnel d'entretien qui va devoir passer autour de la mare. Et donc, pas mettre la clôture trop près. Voilà. Alors là, je passe très très vite. Hein. Normalement, quand je donne la formation d'une journée, je m'attarde plus sur les matériaux. Là, je vais pas le faire, vous pour les raisons que vous connaissez. Alors, on a plein de matériaux et le choix des matériaux, ça va dépendre de divers facteurs, de la taille de la mare que vous pouvez vous permettre d'avoir, du coût que vous voulez bien y mettre, de l'aspect que vous voulez, du rendu, est-ce que un peu plus naturel ou un peu moins naturel. Du temps que vous pouvez consacrer à la réparation éventuelle, de la difficulté de mise en œuvre ou pas, etc., etc. Et donc là, ça va de l'argile qui va avoir l'aspect le plus naturel, le coût moindre, mais qui est peut-être moins résistant au temps et donc il va devoir des réparations qui sont parfois un petit peu. Enfin, il faut avoir le coup de main, quoi.
à des choses très très peu naturelles comme les coques préformées qui sont elles là limitées vraiment à des toutes petites mares. Je recommande pas fort ça, d'autant que j'ai déjà eu moi une coque préformée il y a très longtemps. Et vous avez, si pour peu que le creux ne corresponde pas absolument tout à fait à la forme de la coque, si vous avez une grosse pluie, l'eau va s'infiltrer en dessous et va soulever votre coque. Et ça, c'est assez embêtant, je peux vous le dire. Sinon, ce qui est le plus utilisé, qui est vraiment le meilleur rapport résistance, coût, facilité d'entretien, etc. C'est tout ce qui est EPDM, caoutchouc butylé. Attention, pas de l'EPDM de toiture, le PDM spécial MAR que vous allez trouver dans les jardineries spécialisées, qui lui va permettre de créer des mares assez grandes, qui va être très résistant, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme surface de mare? Donc je vous disais la taille minimum, c'est 3 mètres carrés, c'est vraiment minimum. Moi je vous ai mis d'ailleurs 4 mètres carrés comme étant mon minimum à moi. Eh bien, si vous choisissez une 4 mètres carrés, ça va vous permettre de faire la fameuse profondeur de 80 centimètres. Pourquoi je vous dis la fameuse, c'est la profondeur minimum à avoir, parce que c'est celle qui va permettre d'avoir une zone hors gel dans laquelle les animaux vont se réfugier pendant l'hiver. Et donc ça, c'est hyper important de pouvoir avoir cette profondeur minimum. Et alors là, il faut faire un côté absolument abrupt pour avoir cette profondeur minimum. Et donc, vous voyez, je vous ai mis le sud, donc pour que le côté abrupt donne sur le nord, et il est situé au sud, comme ça, tout ce qui est en face du côté abrupt et qui est en pente douce, en palier, va pouvoir se réchauffer et on va pouvoir avoir des zones avec des températures différentes, donc une végétation différente et des conditions différentes pour la faune. Alors, si on est à 8 mètres carrés, là, on peut se permettre une profondeur d'1 mètre, ce qui est vraiment chouette pour les batraciens. Et puis, 28 mètres carrés, par exemple, on a une profondeur d'1 mètre 50. Voilà. Alors, pourquoi je privilégie les mares plus grandes? Parce que plus une mare est grande, plus vite elle atteint son équilibre. Et donc, plus c'est une mare naturelle et moins elle demandera d'entretien en termes de gestion des maladies, par exemple. Il y aura quand même de l'entretien, et quand vous devrez l'entretenir pour, par exemple, enlever la vase pour éviter l'atterrissement, là, évidemment, ça vous prendra beaucoup plus de temps que si c'était une petite mare. Mais bon. Voilà. Alors, on dit une mare naturelle, donc il faut des courbes. On évite les carrés, les coins, etc. Alors, pour ça, la plupart des jardiniers connaissent la technique du tuyau d'arrosage. On pose un tuyau d'arrosage au équivalent à terre. C'est bien parce que c'est assez à la fois souple et rigide. Et donc, ça va le tuyau d'arrosage va vous indiquer les courbes à suivre. Et donc, vous n'avez plus qu'à suivre avec la bêche. Et puis, avec la machine de creusement, si c'est une grande mare, ou bien l'huile de coude, si c'est une petite mare. Alors, des pentes douces et des paliers, ça, je vous en ai déjà dit un petit mot, c'est pour créer des conditions différentes, puisque, en fait, plus la zone va être peu profonde, plus elle va se réchauffer rapidement. Donc l'eau va être plus chaude, et les eaux chaudes et les eaux froides ne se mélangent pratiquement pas, sauf en cas de vent, de grand vent. Donc ça fait vraiment des couches différentes qui vont être appréciées par des plantes différentes et par des animaux différents. Puis après, il faut penser à comment on va remplir l'eau, avec quel type d'eau et comment on va arrimer. Alors, pour le remplissage, évidemment, on évite l'eau des rivières, absolument, parce que voilà, dans l'eau des rivières, il y a souvent des micropollutions, etc. Donc, on évite absolument de prendre l'eau des rivières. Puis, je pense que c'est même pas permis. Et puis, on évite aussi d'avoir des
des eaux qui ont été sur un EPDM de toiture. Hein. Donc si on prend de l'eau de pluie, c'est de l'eau de pluie qui est passée par un toit correct, donc sans roofing ou des choses comme ça. On évite l'eau du robinet à 100%. Moi, ce que je recommande, en fait, c'est de faire un mix entre l'eau du robinet et de l'eau de pluie. Donc, en fait, on creuse. Ce qui est préconisé, c'est de creuser sa mare en automne. Hein, vous creusez votre mare en automne ou en hiver. Bon, ça peut être un peu plus compliqué en hiver avec le sol gelé. Vous creusez votre mare en automne, vous mettez votre système d'imperméabilisation, vous mettez un petit peu d'eau de robinet pour maintenir le système d'imperméabilisation, et puis vous lui laissez tout l'automne, l'hiver et le tout début du printemps pour se remplir avec de l'eau de pluie. Si c'est pas totalement rempli au moment où vous avez vraiment envie de mettre votre mare, ben vous pouvez combler avec de l'eau de citerne ou bien de l'eau du robinet, mais alors vous ne mettez pas vous mettez pas vos plantes tout de suite, vous attendez que le chlore s'échappe, donc vous attendez encore une petite semaine. Voilà, donc moi c'est ce que je recommande. L'arrimage de votre système d'imperméabilisation ne doit pas se faire tout de suite. Vous attendez vraiment que votre mare soit remplie, parce que ça va lester le système d'arrimage, ça va permettre de coller à la terre qui est en dessous. Et donc c'est seulement après, une fois que l'eau est mise, etc., que c'est bien rempli, que vous arrimez en essayant de cacher les bords de bâche au maximum. Et donc on creuse tout autour de la mare une fosse. On vient mettre l'excédent de bâche dans la fosse, et puis on met des cailloux et on remet de la terre, et puis on met ce qu'on veut, des plantes ou autre autour, quoi. Voilà. Ce que je vous ai pas dit, dans le système d'imperméabilisation, on ne met pas l'imperméabilisant à même la terre. Hein. Il va y avoir des couches à mettre supplémentaires, mais bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails, sinon je peux passer encore 1 heure à vous expliquer. Voilà. Alors, la faune et la flore de la mare. En termes de végétaux, donc de flore, mais le rôle, évident, c'est d'oxygéner l'eau, d'épurer les eaux. On a toutes sortes de plantes qui, par leurs racines, vont capter les polluants et donc permettre l'épuration des eaux. Ça va fixer les berges. Elles vont offrir gîtes et couverts et supports de ponte pour la faune. Et puis, c'est esthétique, évidemment. Alors, la règle d'or, c'est qu'on préfère toujours, puisqu'on veut une mare naturelle, la colonisation spontanée. Alors, elle ne sera 100% spontanée que si vous avez installé votre mare dans un environnement déjà humide, donc propice. Donc, je vous disais, une zone naturellement humide ou une ancienne mare que vous avez vue sur un ancien atlas, etc. Ou une mare que vous creusez et qui se situe tout à fait à proximité d'un réseau de mares, etc. Là, il n'y a pas de souci, la colonisation peut tout à fait se faire naturellement. Mais parfois, on peut aider la colonisation, et donc essentiellement quand la mare n'est pas située dans ce type de milieu. Et là, eh bien, je vous ai mis les coordonnées de la pépinière domaniale de Marche-les-Dames. Donc, le service public de Wallonie, et spécifiquement Philippe Nivelle ici, fournissent gratuitement aux communes et autres services publics des plantes indigènes de mares. Et donc ça, c'est un numéro à garder si vous faites partie d'un service public, parce que vous pouvez avoir gratuitement. Donc, et Philippe se déplace même parfois pour les installer lui-même. Donc, ça vaut la peine. Alors, on introduit un nombre limité de plantes. Il ne faut pas vous leurrer, vous n'aurez pas la première année la mare qu'on voit sur les magnifiques photos de mare. Ça viendra.
mais pas la première année. Il faut éviter de mettre trop de plantes d'un coup, parce qu'il faut qu'elle s'habitue, il faut que le milieu se fasse, etc. Et puis l'équilibre va se faire. Peut-être que vous allez mettre plein de. Si vous avez l'Hypurus ici, peut-être que en fait c'est lui qui va mieux se plaire et donc vous allez mettre plein de nénuphars, vous allez payer cher ou pas si c'est gratuit. Euh, et, euh, et en fait, c'est peut-être pas ça qui va plaire le plus à votre marin. C'est pas une science exacte, la biologie et l'écologie encore moins. Il y a tellement de facteurs qui peuvent faire varier le fait qu'une plante ou une espèce animale va préférer un milieu qu'un autre que ça sert à rien d'essayer de trop contrôler, quoi. Donc on limite le nombre de plantes. Alors on met des plantes dans des bacs. Je pense particulièrement à tout ce qui est phragmites, les massettes, etc. Parce que ils ont, je ne sais pas si vous avez déjà vu les rhizomes, donc les racines de le système de prolifération de ces plantes, mais c'est des petites épées, hein. Et donc si vous les mettez pas dans des bacs, il y a un risque de perforation de votre système d'imperméabilisation à long terme. Voilà. Et alors, on évite absolument, 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 absolument les plantes invasives. Et donc, c'est ça que je vous dis. Là, vous êtes avec Philippe Vunivel, vous êtes 100% sûr d'avoir des plantes de chez nous. Attention, si vous allez en pépinière, qui ne vous fournissent pas des plantes invasives. Il y a des listes qui existent avec Alterias, etc., qui répertorient les plantes invasives, donc tout ce qui est élodée, tout ce qui est myriophylle du Brésil, Jussie, etc. Donc on évite les plantes invasives, on les proscrit, on les bannit de son vocabulaire. En parlant de ça, je vous avais, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, vous voyez bien ce livre-là, édité par la région wallonne. Donc c'est c'est créer une mare naturelle dans son jardin. C'est vraiment bien fichu. Vous pouvez le commander au service de la région wallonne. Attention, je ne sais plus dans quelle page, mais il a quand même été édité il y a très longtemps. Et voilà, à la page 17, il propose de mettre, je ne la trouve plus, mais elle y est, l'élodée. Donc ça, ne vous fiez pas aux plantes qu'il propose parce qu'il y a une grosse bêtise qui s'est insérée dans cette liste. Je ne la vois. Ah, voilà, ben, c'est la deuxième en fait, l'élodée du Canada. Donc ça, on ne prend absolument pas. Donc très bien fichu, sauf la page 17, où il y a une erreur. Voilà. Je pense qu'il l'édite plus, mais bon, voilà. Vous pouvez encore avoir celui. Enfin, il n'y a pas de nouvelle édition, mais vous pouvez encore avoir celui-là. De toute façon, toutes les plantes invasives, en général, elles sont jolies parce que c'est des plantes qu'on a introduites parce qu'elles étaient belles, mais il faut savoir qu'elles ont leur alternative de chez nous, plus rustique peut-être, mais très jolie aussi, avec des couleurs, etc. Donc, il y a moyen vraiment d'avoir quelque chose de très beau, très esthétique avec des plantes de chez nous. Alors oui, je suis très sensible aux plantes invasives, donc je l'ai noté je ne sais combien de fois. Voilà. Alors, vous voyez, il y a 3 zones en général dans une mare, 3 grandes zones et 4 types de plantes. Dans la zone 1, qui est la zone peu profonde, 30 cm maximum, ben là, ça va être une zone qui va parfois être à sec, parce qu'il y a de la chaleur, du vent qui vont permettre l'évaporation de l'eau. Et donc là, il n'y a pas de problème pour ces plantes-là. C'est des plantes des marais, des berges qui peuvent supporter des périodes à sec, donc sans avoir les pieds dans l'eau. Et donc ces plantes-là, elles n'ont que les pieds dans l'eau. Elles ne sont pas complètement immergées. Et puis la zone 2, c'est la zone semi-profonde, hein, jusqu'à 50 cm, où là, on a les plantes semi-aquatiques qui, elles, demandent à ce qu'il y ait en permanence de l'eau à leurs pieds. Et puis la zone profonde, où là, on a différents types de plantes. On a les plantes flottantes, ici comme les lentilles d'eau par exemple, et on a les plantes qui sont aquatiques immergées, ici, où là, elles ne sortent pas du tout de l'eau, et puis on a les flottantes.
comme les nénuphars par exemple, où là les feuilles et les fleurs sortent de l'eau. Voilà, donc différents types de plantes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand vous achetez des plantes, c'est de les mettre, ne pas les mettre tout de suite dans votre bassin, dans votre mare, mais les mettre un petit peu en quarantaine entre guillemets, dans un autre bassin, parce que souvent si on achète en pépinière, on a des algues filamenteuses qui sont accrochées à ces plantes, on a des lentilles d'eau qui sont cachées dans les pots des plantes. Et c'est des plantes qu'on essaye de pas mettre de trop parce qu'elles vont les lentilles d'eau et les filamenteuses, ça à éviter aussi parce qu'elles vont vite proliférer. Et donc on met nos plantes qu'on achète en quarantaine. Quarantaine ne veut pas dire les laisser 40 jours, mais on les laisse quelques jours dans un bassin à côté pour pouvoir repérer si on a ces lentilles d'eau, si on a ces algues et essayer d'en enlever le maximum avant de mettre dans notre mare. Alors là, très vite, je vous montre des plantes qui vivent sur les berges. Et comme vous voyez, c'est des plantes très fleuries, très esthétiques, donc ils peuvent vraiment remplir leur rôle d'intégration dans le paysage, d'esthétisme, etc. Alors c'est là aussi, je vous parlais d'écotones tout à l'heure quand je vous disais que les zones humides sont les zones où on a le plus de diversité parce qu'elles ont à la fois la caractéristique de la zone aquatique et la caractéristique de la zone terrestre. Dans les berges, on va avoir énormément de diversité animale et végétale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la valériane, on a la reine des prés qu'on voit aussi souvent le long des cours d'eau. On a le patoire chanvrine, l'épilobe hirsute, la salicaire, la consoude, toutes ces plantes qui vont aussi accueillir énormément d'insectes. J'ai de la consoude pour le moment dans mon jardin. C'est impressionnant le nombre de butineurs qu'il y a. Donc voilà. Alors, dans les plantes semi-aquatiques qu'on appelle aussi hélophytes, parce que hélos, ça veut dire marais en grec, elles vivent les pieds dans l'eau, mais comme je vous le disais, les tiges, les feuilles et les fleurs sont hors de l'eau. Là, de nouveau, on a encore énormément de diversité, avec des choses très jolies et très connues aussi, comme les iris, les populages des marais, la sagittaire, très jolie aussi, plantain d'eau, rubanier, prêle. Dans les connus, on a aussi tout ce qui est phragmite, roseau, macette, lèche, etc. Voilà. Alors, dans les plantes hydrophytes, donc je vous disais, on a les plantes flottantes, enracinées aux feuilles flottantes et totalement immergées, oxygénantes. Alors, je dis totalement immergées, ça arrive qu'elles sortent un petit peu leur tête, qu'elles se montrent un peu, comme ici les Hypurus, donc la peste d'eau, les cornifles, calitriches, myriophylle en épi, à ne pas confondre avec la myriophylle du Brésil. On peut difficilement confondre, même. Et puis les plantes enracinées aux feuilles flottantes, on a le renoncule aquatique qui est très joli, le nénuphar jaune aussi, potamo, et puis les lentilles d'eau qui, quand elles prolifèrent trop, peuvent être un problème. Mais s'il n'y en a que quelques-unes, si la mare est équilibrée, vous pouvez avoir des lentilles d'eau et ne pas vous affoler du tout à cause de ça. Et franchement, dans une de mes mares, j'ai des lentilles d'eau, j'en ai un petit peu, mais ça ne prolifère pas plus que ça, il n'y a pas de souci. Alors, je vous montre ici les plantes invasives. Vous voyez ici la jussie. Voilà, pour éviter la jussie, on va plutôt prendre, comme je vous disais ici, hop, le populage des marais, c'est une fleur jaune. Voilà, on peut facilement la remplacer. La myriophylle du Brésil, on prend notre myriophylle à nous. L'élodée, vous voyez que on avait la calitriche qui peut facilement remplacer la renoncule, etc. Balsamine, voilà, on a tout ce qui est épilobe, patoire, etc., qui peut facilement remplacer la balsamine. Alors, on peut passer aux animaux. Alors là, qu'on soit dans une zone propice à la colonisation ou pas, on n'introduit pas d'animaux. C'est pas comme la flore. Au niveau de la faune, on n'introduit pas d'animaux. Vous allez voir, ils vont venir. Comment est-ce qu'ils vont venir?
vous allez avoir un oiseau qui a été s'abreuver dans une mare un peu plus loin, qui, sans le faire exprès, a pris une larve d'insecte ou un tétard dans son bec et qui, quand il retourne, il va s'abreuver à un autre, à votre mare, il va aller déposer ses insectes et ce tétard. Il y a de toute façon, quand vous recevez vos plantes aquatiques, il y a des insectes aquatiques qui s'y trouvent, des ponts de limnée, donc d'escargots d'eau qui s'y trouvent aussi. Donc ça va être colonisé, il ne faut pas avoir peur avec ça. On bannit les animaux exotiques et les poissons. Ah, les poissons, on dit ah, mais les poissons, on me dit souvent, mais c'est bien des poissons dans une mare. Non, c'est pas bien du tout des poissons dans une mare. Alors c'est là que je vous dis la différence entre une mare et un étang. Dans un étang, les poissons, ça va, parce que c'est très grand un étang. Et donc, si le poisson est un prédateur, il va vous manger, un prédateur ou un grand consommateur de plantes, et donc il va vous manger toutes vos plantes, ou il va vous manger toutes vos larves aquatiques, ou tous vos têtards. Et donc ça, c'est pas cool. Et en plus, le poisson, il urine dans l'eau, hein, il fait ce qu'il a à faire dans l'eau. Il va apporter énormément d'azote, et donc il va très vite saturer votre eau en azote et être le facteur de pollution de votre eau. Et donc on bannit les poissons des mares. Dans un étang, c'est suffisamment grand pour que même si le poisson mange des larves ou mange des plantes, elles ont le temps, quand il va à d'autres plantes, les plantes ont le temps de se restaurer et il y a toujours quand même un équilibre qui se fait là à ce niveau-là. Mais dans une mare, non. Donc on évite les poissons. Et on n'achète rien dans le commerce. Et alors si vraiment on se dit non, je ne peux pas faire sans des poissons, j'y tiens mes poissons, il y a vraiment une valeur symbolique à mettre des poissons. Et je ne sais pas faire un étang, je fais une mare. Alors on prévoit un système de pompe et on prévoit une séparation physique dans la mare, avec une zone où il y a le poisson et une zone où il n'y a pas de poisson. Voilà. Alors, dans les animaux qu'on peut trouver dans l'eau, mais il y a ceux que je vous disais inféodés, c'est-à-dire qui ne vivent que dans l'eau, et ceux qui vivent dans l'eau soit à un moment de leur vie, soit qui viennent dans l'eau pour s'abreuver. Alors, en termes d'insectes, dans les insectes inféodés à l'eau, on a l'emblématique dithyque, et puis tous les patineurs, hein, comme on dit, donc les gérisses et les hydromètres. Et puis tous ceux qui nagent en dessous de l'eau, qui patinent mais sous la surface, donc toutes ces petites punaises d'eau comme les coryzes et les notonectes, qui sont assez visibles. Et puis donc eux, ils ont leur stade larvaire et leur stade adulte dans l'eau. Et puis on a des insectes qui n'ont que leurs larves qui sont aquatiques. Évidemment, on pense aux libellules, aux demoiselles, donc gros corps libellule, corps tout fin demoiselle, dont les larves vivent dans l'eau, et puis après elles remontent et elles muent sur un roseau, sur un iris, et puis voilà l'adulte qui sort. Oui, on a des moustiques. On a aussi des larves d'éphémères, de friganes, etc. Dans l'eau. Voilà. Alors dans d'autres que les insectes, mais invertébrés aussi aquatiques, on a des petits crustacés comme les gamards. On a aussi une araignée qu'on appelle l'argironnette. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais elle se crée une bulle d'air à la surface, et puis elle plonge avec sa bulle d'air et elle respire comme ça sous l'eau. Puis on a les escargots d'eau, donc ceux qui ont le corps comprimé dans le sens latéral, ce sont les planorbes, et puis ceux qui ressemblent vraiment plus à des escargots pointus comme on en mangerait à la mer, ça ce sont les limnés. Et puis ce qui ressemble à des petites moules, ce sont les anciles. Mais on a aussi des moules d'eau, des uniaux, des moules d'eau, voilà. Alors, vous voyez le grand mot qui apparaissait après biodiversité, c'est batracien. Ben oui, souvent quand on crée une mare, c'est pour avoir des grenouilles et des tritons. Mais voilà, on a donc ce qu'on appelle les anoures et les urodèles. Anoures n'ont pas de queue, urodèles ont des queues. Donc on peut trouver toutes sortes d'espèces de grenouilles, crapauds et puis de tritons. Le plus
emblématiques, c'est le triton crêté, il est plus rare. En général, ce que vous allez trouver dans votre mare, c'est le triton alpestre, donc celui qui a le ventre bien orange. Alors si vous voyez un petit, voilà, ça c'est juste par plaisir, si vous voyez un petit dard comme ça au bout de la queue, c'est un garçon. Voilà. Et donc il faut penser à aménager des refuges parce que eux, ils vont aller pondre fin d'hiver, début du printemps dans la mare. Et puis ils en ressortent au moment de l'hivernage, et donc pensez à avoir des zones où il y a des tas de feuilles mortes, du bois mort, etc. Ils vont aller se réfugier parce que dans la nature, ces animaux-là vont dans les zones plutôt de forêt, voilà, où il y a des feuilles mortes, etc. Et puis on a d'autres bonnes surprises. Alors là, le héron, c'est une bonne surprise. À la fois, c'est pas une bonne surprise parce que si vous avez un héron, vous savez qu'il va vous manger vos grenouilles. Pareil pour la couleuvre à collier, mais c'est quand même une très très bonne surprise. J'ai déjà eu une couleuvre dans une de mes mares, et c'est vraiment très très agréable. C'est un animal magnifique à voir, et donc ça fait toujours plaisir de voir ça. Et puis quand vous avez des zones peu profondes avec des oiseaux qui viennent se prendre leur bain tous les matins, c'est très gai aussi. Et puis des mammifères comme les chauves-souris qui vont aller manger vos moustiques en début de soirée, pendant la nuit, c'est très chouette aussi. Alors, comment est-ce qu'on entretient la mare? Oui, donc je vous disais, votre ouvrier il peut un petit peu, une fois qu'il a creusé, etc., mais laisser passer le temps et ne plus s'en occuper. Mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire. Comme je vous le disais, avec le phénomène d'atterrissement, si vous n'entretenez pas la mare, si vous laissez faire, elle va disparaître, elle est condamnée à disparaître. Voilà, c'est comme ça dans nos régions. Tous les écosystèmes tendent à aller vers la forêt. Et donc au départ, vous avez votre état initial avec une grande diversité, vous avez des zones bien délimitées, la flore qui va se répartir selon la profondeur, etc. Puis petit à petit, vous allez avoir de la vase qui s'accumule. Ben voilà, il y a des plantes qui meurent dans votre mare, des animaux qui meurent, donc la vase s'accumule. Le volume d'eau diminue un peu, donc là, ça pose parfois problème aussi à ce moment-là, si vous avez une zone profonde minimale de 80 cm, où là, vous n'avez plus du tout de zone hors gel. Donc là, au niveau des batraciens, c'est déjà un petit peu plus problématique. Voilà, et puis vous avez les plantes des marais qui vont petit à petit au centre de la mare. Et puis, pour finalement n'avoir plus que de la vase en dessous et que des phragmites, des typhas, des massettes, etc. Et souvent, quand vous voyez quand vous vous promenez, vous voyez une zone où vous avez énormément de massettes, etc., mais c'est probablement une ancienne mare qui est presque terminée, qui a fini d'être comblée. Alors, il faut entretenir comment? D'abord, on entretient la végétation. On fauche la végétation des berges. Donc, il y a un fauchage à faire, si possible à la faux. Comme ça n'envoie pas plein d'herbes dans votre eau. Comme ça, avec la faux, l'herbe va se coucher et pas être envoyée par fragments comme avec la débroussailleuse. Mais enfin, la débroussailleuse fonctionne quand même, hein. Mais voilà, si vous avez moyen de le faire à la faux, c'est encore mieux. Alors on enlève les algues filamenteuses, les lentilles qui sont en excès, en se disant qu'on veut qu'il y ait à peu près 2/3 de la surface qui ne soit pas recouverte. On exporte les débris de feuilles mortes, etc. Alors tous les 2-3 ans, on enlève l'excès de massettes, de phragmites, etc. qu'il y a. On élague les arbres à proximité, et alors on fait un curage tous les 8 à 15 ans. Comment est-ce qu'on fait un curage? Alors, vous avez ici cet outil qu'on appelle une baguernette, qui peut être créé facilement. Je suis sûre, avec toute l'astuce des jardiniers, on peut en créer facilement. Donc, c'est simplement un cercle de métal avec un tressage de corde sur un manche en frêne assez long pour forcément pouvoir aller au moins aussi loin que la profondeur de votre mare, profondeur, enfin en diagonale, profondeur et milieu de la longueur et de la largeur de votre mare.
Alors, c'est tous les 8 à 15 ans et on le fait en 2 fois, avec 2 ans, 2-3 ans d'intervalle. Pourquoi? Pour que la faune qui est dans la vase puisse s'échapper dans l'autre partie de la vase quand vous faites votre curage. Donc, vous faites une moitié de votre mare, vous curez une moitié de votre mare avec une baguernette. Et puis vous déposez votre vase sur le côté pendant quelques jours, le temps que la faune retourne dans l'eau, la faune qui s'y trouvait, et on laisse l'autre moitié, pour éviter qu'il y ait trop de mortalité. Et puis 2 ans après, on cure l'autre moitié. Alors, si vous n'avez pas de baguernette, ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez une bêche et vous mettez un morceau de tuyau d'arrosage fendu. Pour une pelle ou une bêche, tuyau d'arrosage fendu pour éviter d'abîmer le système d'imperméabilisation et vous récoltez l'excès de vase comme ça. Et alors ce curage, il se fait en dehors des périodes de reproduction et de développement de la faune. Donc soit en septembre, soit en janvier-février. Comme ça, les batraciens sont dans une période où ils ne se reproduisent pas encore, ou bien on a les larves des insectes qui ne sont pas encore réveillés, et donc on peut éviter de les embêter. Voilà. Pas encore endormis, pardon. Et donc on va éviter de les embêter. Alors, gérer les maladies. Bah oui, il y a des maladies à la mare. En général, plus une mare est grande, ce que je vous disais, plus vite elle atteint son équilibre et plus longtemps elle gardera son équilibre. Donc moins facilement elle sera malade. Et puis, si vous permettez à votre mare d'être colonisée naturellement, elle sera aussi plus résiliente. Alors, une nouvelle mare va faire ses maladies. C'est normal que dans une mare d'1 an, vous ayez une eau toute verte ou beaucoup de lentilles. C'est tout à fait normal. Donc ça, il faut pas trop avoir peur. C'est normal aussi que la première année, vous ayez beaucoup de moustiques. Après, il y en a plus. Franchement, le risque d'avoir des moustiques dans une mare équilibrée est faible parce qu'ils vont être mangés par... il y a plein de prédateurs de moustiques dans votre mare. Le plus grand facteur de moustiques, c'est l'arrosoir qu'on a oublié dans le jardin, où il y a un petit fond d'eau, ou la gamelle du chien qu'on a oublié, où il y a un fond d'eau. Là, vous allez avoir plein de moustiques. Ou la piscine qu'on n'a pas vidée. Là, vous allez avoir plein de moustiques. Mais une mare naturelle équilibrée, et là, très très peu de moustiques. Franchement, c'est pas une peur à avoir. Alors, il y a des maladies et il y a à chaque fois un remède. Là, je vous parlais des gros flocs d'algues filamenteuses. C'est trop d'ensoleillement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est enlever l'excès d'algues, mettre des plantes qui vont couvrir la surface, style des nénuphars, etc., des plantes oxygénantes, parce que en fait, elles empêchent. Là, ça fait une grande surface de non ensoleillée, et donc toutes les plantes en dessous vont pas pouvoir oxygéner la mare. Voilà. Et puis vous mettez un peu de zone d'ombre dans ces cas-là. Les lentilles d'eau, c'est souvent quand il y a un excès d'apport en nutriments aussi. Et donc, est-ce qu'on n'alimente pas notre mare avec de l'eau trop riche, ou est-ce qu'il n'y a pas dans l'eau de ruissellement, est-ce que ça ne passe pas par un champ et que du coup, on apporte trop de nutriments, etc. Alors, il y a aussi des problèmes plus physiques, comme des dégradations de berges. Ça, c'est l'important d'avoir des pentes douces et d'accompagner le ruissellement. Il faut accompagner les ruissellements. Si vous n'avez pas moyen d'avoir trop de pentes douces, si c'est un bassin d'orage ou quoi, enrochez votre pente ici pour que l'eau ruisselle beaucoup plus doucement dans l'eau et n'arrache pas des morceaux de talus. Alors, on peut mettre aussi des plantes dont les racines vont maintenir le talus, etc., etc. Voilà. Et puis, on ne met pas des vaches le long de berge non plus. Voilà. Voilà, j'en ai fini avec mon exposé. Alors, je vous ai juste mis, si vous vouliez aller plus loin, il y a un très très bon livre de chez Terre Vivante, J'aménage ma mare naturelle,
qui est sorti en 2010, qui est vraiment bien fait. Donc, n'hésitez pas. En plus, Terre vivante, c'est jamais des livres qui coûtent très cher, donc ça vaut la peine. Et puis, je vous ai mis 2 liens. Donc, le deuxième lien, c'est le lien vers cette brochure de la région wallonne ici. Très, très bien faite, je vous dis, sauf la coquille de la page 17. Et puis, on a aussi un équivalent d'écrier en France qui propose des activités de nature autour de la mare. Donc, ça peut être intéressant à consulter. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça vous aura été utile.